Salut l'équipe. En Ile-de-France, on rêve du Grand Paris, pendant qu'à Minneapolis, on rêve de jouer grand. De beaux projets qui, évidemment, ont de grandes ambitions. Mais c'est bien connu, quand on se lance dans de grands travaux, il y a toujours du retard à l'allumage. Et les Timberwolves ne dérogent pas à la règle. Pourtant, cet été, la première grande pierre du projet avec Rudy Gobert et ses grands pieds avait amené beaucoup d'excitation. Et comme on dit, grand pied, grande chaussette, mais ça n'a rien à voir. En 2001, les Twin Towers s'étaient effondrés à New York. Plus de 20 ans plus tard, deux autres tours jumelles ont, elles, du mal à émerger dans une ville qui, jadis, avait pour surnom Twin City. Tu l'avais, cette info? Ça m'étonnerait. Mais un peu de culture ne fait jamais de mal. D'ailleurs, c'est la culture de la gagne en jouant grand que Minnesota aimerait trouver, pour ne pas qu'il se retrouve en loup. Le fantasme des Twins, le Dr Troy l'avait déjà réalisé dans Nip Tuck. Pour celui des Wolves, il faudra forcément être plus patient. Pas vraiment grandissimo ou titanesque ce début de saison chez Minnesota. Pour l'instant, l'attaque des Titans, c'est surtout sur Netflix. Espérons quand même que les Wolves n'aient pas eu les yeux plus grands que le ventre. Salut l'équipe, on est jeudi et le jeudi c'est le First Day Show et on va encore parler des Lakers, rien que des Lakers cette semaine pour votre plus grand plaisir. Non, bien sûr, on a lu vos commentaires et oui, c'est vrai qu'on en a fait beaucoup sur les Lakers, mais en même temps, l'actu nous y a poussé. Je vous promets, aujourd'hui on ne parlera pas du tout des Lakers, ensemble pour témoin mes deux acolytes de la semaine, Thomas et Théo. Ça va les amis? Ça va super. On est en pleine forme? Pleine forme, exactement. Théo, toujours un plaisir de te retrouver là. Bah, même chose, surtout pour parler des Lakers, qui est l'équipe préférée cette saison. Tu es inquiet pour les On commence Lakers. avec un petit mot sur ce début de saison et le retour en grâce d'Anthony Davis. Non, tu vas pas nous parler des Lakers, tu vas nous parler de quelque chose de l'autre côté. Il y a le livre derrière toi, Ouais. de la réédition donc, du MOOC New York qui marche plutôt très bien. Et tu as dit qu'en période de Noël, ça serait plutôt un beau cadeau. Bah ouais, carrément, c'est la réédition du MOOC numéro 4 spécial New York. Comme j'avais eu la chance de vous l'expliquer la dernière fois, on a rajouté 120 pages, on a changé le format pour en faire vraiment un produit encore plus grosse qualité. Et effectivement, ça part bien. Comme c'est une édition limitée, voilà, c'est tous ceux qui sont fans de New York ou qui veulent en savoir plus sur les joueurs légendaires ou charismatiques de cette grande ville de basket, bah c'est notre MOOC avec magnifique illustration de Yann Dallon en couverture. Ouais. Toujours. Sur le site Reverse pour les commandes, évidemment, toujours. Ouais, sur basketsession.com, c'est exclusivement là, on n'est pas en Fnac, pas en librairie, donc c'est uniquement sur Basket Session. Ouais. Parfait, on reste en famille. Voilà. Un peu pour commander Communauté ce bouquin. basket. Communauté basket, toujours. Wakanda Forever, rien à voir. Thomas, transition catastrophique. Oui, vas-y, bien sûr. On dis-moi a des tout. annonces à faire aussi. On commence avec, voilà, vous voyez là sur le site Basket Session, vous y allez et vous pouvez commander ce magnifique bouquin qui est plus qu'un livre. Hein, c'est quelque chose qu'on peut garder en collection. Voilà, c'est vraiment des belles choses à voir et à transmettre aussi pour la suite pour ceux qui ont des enfants et qui veulent transmettre le savoir. Moi, tu me regardes, je me sens pas concerné, personne. Non, pas du tout. Je te regarde parce que c'est toi Non, qui je rigole, vas je rigole, annoncer bien sûr. la prochaine Ah bon info. C'est que ce soir, comme d'habitude, on se retrouve sur Brut. Ouais, absolument. Comme toujours le jeudi, on va débriefer ensemble avec vous. Tac, vous téléchargez l'application, on discute et on va parler des Boston Celtics, hein, bien sûr, parce que c'est le grand débat pour trahir aucun secret. Vous le voyez dans le titre de la vidéo. On va parler à fond des Celtics, de Jason Tatum et puis de Jaylen Brown et pourquoi pas de leurs espoirs de titre. Je sais que vous êtes toujours très chaud. La semaine dernière, on a bien rigolé avec Noga, avec les Momo, avec Kimbo, avec Jawad, avec tous les gars qui viennent très souvent pour donner leurs avis. On adore ça. Ils sont bons, Mathis, ils sont bien bons. sûr aussi. Bien sûr, ils sont J'oublie bons. encore des gars. Désolé pour ceux Sur le NBA React de Brut, ils sont très très bons. C'est une énorme fin de semaine pour First Team. On vous l'a annoncé. Le First Day Show aujourd'hui, le React Brut ce soir et demain 20h15. Thomas. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Eh ben, sur Twitch, rendez-vous 20h15 prise d'antenne sur la chaîne Twitch de First Team pour le match commenté entre les Mets 92 et Fos-sur-Mer. On sera sur place avec Thomas et toute l'équipe First Team pour vous faire vivre ce match dans les coulisses. On sera au bord du terrain, on commentera en type télé et puis on va suivre cette belle affiche et puis surtout le phénomène Victor qui reste sur 4 matchs à plus de 30 points. C'est pas le bon moment de le prendre, hein, le père Victor. Tant mieux. Eh ben, nous, en tout cas, on sera là pour voir ça juste à côté à la salle Marcel Cerdan. On est chaud, hein, Thomas? Ouais, je suis chaud patate. J'ai hâte.
ça fait depuis des semaines qu'on bosse sur ce projet. On voit les jours décomptés comme ça. On fait les allers-retours entre la ligue et la prod qui va être top niveau. Beaucoup se demandent d'ailleurs est-ce que ça va être Keymotion et tout. Non, non, on produit ce match-là. On met en péril totalement la société de First Team. Donc n'hésitez pas à venir nous soutenir un maximum demain soir. Non, je plaisante bien sûr, mais enfin je plaisante pas, mais voilà, on a besoin d'un maximum de soutien. On sait que c'est important aussi de pousser le basket français. Et ce serait dommage de ne pas profiter du phénomène Victor pour ne pas pousser la fameuse commune du basket. Allez, tel Johnny Westmuller, on va se plonger dans le sommaire de l'émission. Histoire. Bande-annonce. Ah non, une bande-annonce. Bah oui, One. Comment One? Bah moi, j'ai fait un filage, il me l'a pas dit qu'il y avait bande-annonce. Ouais, c'est pas grave. Beaucoup de force pour Tom Servino, c'est sa dernière émission. Et avant ça, on lance donc le fameux teaser vidéo. Quelle énergie! Oh, La belle passe. Bravo! Il est venu avec plein d'explosivité, arracher le dunk. Rendez-vous demain 20h15 sur Twitch, toute la commu First Team, on a besoin de vous les amis, toute la commu basket, venez soutenir, c'est important qu'on amène aussi le sport sur Twitch, c'est un nouveau virage qui arrive pour First Team et même pour le sport en général sur Twitch, on a vu Squeezie avec le Grand Prix et Amine faire du foot, ben nous on a envie d'amener le basket. Je refais ma blague du coup, allez, tel Johnny Westmuller pour les plus anciens, on va se plonger dans le sommaire de l'émission, histoire de voir qu'on n'y a pas vrai, qu'on est sûr qu'il n'y a pas les Lakers, il n'y aura pas les Lakers, les news avec Devin Booker, Ja Morant et Karl Anthony Towns, des fortunes diverses pour tous les trois. On va dire donc sur ce grand débat sur les Celtics, sont-ils plus forts que la saison passée? C'est une bonne question qu'on a envie de se poser, tant l'année dernière les Celtics nous ont régalé jusqu'en finale NBA. Mais sont-ils peut-être plus forts et pourraient-ils être champions NBA? On a envie de dire oui tout de suite. La palette, elle va être très intéressante cette semaine. On va revenir sur la défense des Bucks et surtout sur le rôle primordial, fondamental de Brook Lopez. JB a encore concocté une palette aux petits oignons que Thomas vous servira sur son lit d'analyse basket. Oui, voilà, bravo, il va régaler. Et ensuite, on finira avec le quiz. Tu as régalé? Oh là, bravo. Alors là, C'est un spécial métaphore là. Ah vous avez fait ouais, venir. bravo. Attends, je vais prendre C'est 2 bon. minutes un peu pour les petites gorgées de kawa, de cognac hein, d'ailleurs pour le coup. Et puis, On rappelle qu'il est 8h du matin. ouais, et puis on peut aller dans les news parce que là, allez, la première news, pardon, on va tout de suite dans le show avec Devin Booker qui nous sort un match monstrueux, 51 points. En 3 quarts temps, dans une victoire plutôt facile, 132-113 face aux Chicago Bulls. Avant de revenir sur les Suns et sur leur bon début de saison, vraiment là, un focus sur Devin Booker qui hier, en 3 quarts temps, a été exceptionnel. Et forcément, Thomas, on a eu envie de penser à Kobe, tant dans le mid-range, il aura fait l'amour sans préliminaire. Ouais, tout à fait. Voilà, tout à fait. D-Book a été incroyable hier. Regardez les stats d'adresse, c'est surtout ça qui est impressionnant. 50 points, c'est impressionnant. 4 rebonds, 6 passes, 6 3 points marqués, d'accord, mais surtout 20 sur 25 au tir. 20 sur 25, en tout cas, ce type de pourcentage, normalement, c'est pour les pivots, pour les rim runners, pour les mecs qui mettent que des dunks, etc. Non, là, on parle d'un joueur qui a absolument tout fait hier soir, que ce soit du 3 points, que ce soit du lay-up, énormément de mid-range, t'as raison, Erwan, et on sait, il nous fait penser à Kobe, t'as raison, puisque sa domination, elle est à la fois physique, parce qu'aujourd'hui c'est devenu un vrai gars, mais elle est surtout technique. Techniquement, il fait ce qu'il veut, il n'y a personne qui peut l'arrêter. En tout cas, côté Bulls, ils vont en faire des cauchemars pendant longtemps après ce match-là. À Caruso, je pense qu'il a dû passer une drôle de nuit. L'évolution de Devin Booker, il n'y a pas si longtemps que ça, c'est-à-dire 3 saisons, on était encore sur un jeune potentiel et on se disait, mais quand est-ce qu'il va franchir le cap? Oui, il est là. Bah oui, c'est clair. Parce que même à un moment, on se posait la question de savoir si ça allait pas être un espèce de joueur qui fait des stats dans des équipes qui vont nulle part. Et on a un petit peu vite oublié le cadre catastrophique dans lequel il était sur tout son début de saison. Il a eu je sais pas combien de coachs différents, ça changeait tout le temps. Le GM, les joueurs majeurs qui partent dans tous les sens. Et finalement, depuis l'arrivée de Chris Paul, on a pu se rendre compte que c'est pas un joueur dont les stats sont vides, c'est un joueur qui pèse, un joueur qui peut porter son équipe. Et là, il fait un début de saison, fantastique. Et il n'est pas forcément dans la discussion pour le titre de MVP, tellement il y a deux mecs qui sont extraordinaires cette saison, mais il n'est pas loin, il va peut-être forcer son chemin jusqu'à y entrer. Exactement. Après, là, il y a 6 victoires de suite, il y a le match à 44, là, il y a quelques jours, là, tu mets plus de 50.
Ça, c'est des moments qui te font rapprocher des favoris pour le MVP. On parlait de Jason Tatum tout à l'heure, c'est exactement la même chose. C'est vrai qu'on est tous sur Giannis et Luka, c'est bien normal. Mais au vu du bilan de Luka, moi, là où j'ai envie de te dire que Devin Booker, il est en train de lui passer devant. Et c'est bien normal. J'espère bien. Et la surprise de la semaine dernière, c'est que ça n'a pas été Devin Booker, le joueur de la semaine, ça a été DeAndre Ayton. Parce que l'œuvre collective des Suns de ce début de saison, elle est belle et tout le monde participe. C'est ce que tu nous as confié dans Clutch, sur le bon début de saison des Suns. Avec les blessures, on aurait pu imaginer qu'il y ait un coup de mou ou des résultats en dents de scie quand tu perds 2 titulaires. Hein, parce que Chris Paul, on l'a pas eu depuis 10 matchs. Cameron Johnson, on va pas le voir pendant plusieurs mois. On aurait pu imaginer une baisse de régime. Non, c'est vrai que le vécu collectif, la profondeur de l'effectif, le coaching aussi de Monty Williams leur permet de continuer à enchaîner les victoires, d'enchaîner aussi leur assise sur les matchs. L'impact qu'ils ont au global collectivement, moi, c'est ce qui m'impressionne le plus. Et puis cette petite récompense, c'est vrai, à DeAndre Ayton, vient sacraliser cette bonne période des Phoenix Suns. Pas que je les attendais pas à ce niveau-là, on les attendait très fort, bien sûr, mais en tout cas, j'avais vraiment, moi, des doutes sur comment allait débuter cette saison. On rappelle qu'il y a aussi Jay Crowder, titulaire pendant 2 ans, 3 ans même, qui ne joue pas. Donc il manque beaucoup de forces vives dans cette équipe et ça ne les empêche pas de gagner. C'est fou, hein, qui gagne. Rendez-vous avec Clutch sur la Wina TV, mercredi 18h, 19h. On retrouve une horaire normale. Théo, on avait quitté les Suns sur une fin de saison dramatique. On s'en souvient, ce match est complètement raté. L'embrouille terrible entre DeAndre Ayton et Monty Williams. Est-ce que tu es surpris de les voir aussi haut cette saison ? Oui et non en fait, parce que finalement tu pouvais te dire qu'il y avait tout pour que l'équipe continue à avancer, à être performante. C'est ce que tu soulignais, c'était plus les embrouilles en interne qui pouvaient laisser se poser des questions, le fait que Cam Johnson soit blessé, Chris Paul aussi. En fait, ce qui est intéressant, c'est de voir quand même qu'un joueur comme DeAndre Ayton, ces joueurs-là, en fait, c'est assez marrant, ces espèces de pivots défensifs. Quand l'heure vient des renouvellements de contrat, on se pose la question de ça. Est-ce que ça mérite qu'on leur donne autant d'argent ou pas? On sait que la ligue est dominée par les ailiers et les arrières. Au bout du compte, des joueurs de ce niveau-là, ils ont une valeur qui est énorme. Et donc, le fait qu'il ait réussi à se remettre la tête dans le basket, en début de saison, on a vu que c'était compliqué, peut-être encore le relationnel avec le coach, concentré, qu'on puisse le mettre en valeur, ça fait que cette équipe des Suns, elle continue d'être performante. Et puis, il y a aussi, je pense, un joueur comme Mikal Bridges, en fait, ses progrès, ils sautent pas aux yeux quand on regarde les statistiques, mais il est en progression constante, il progresse sur des petites choses, et à ce niveau-là, les petites choses, ça fait des grosses différences. Et je pense que c'est pour ça que les Suns continuent de bien fonctionner. Ouais. On rappelle que c'est une franchise en vente. Hein. Il y a pas mal de problèmes en interne, mais c'est vrai que pour l'instant, sur le sportif, tout roule. Un vrai prétendant au titre pour vous ? Oui, bien sûr. Numéro 2 à l'orée des playoffs, après les Warriors, malgré leur bilan en ce moment. Sur le terrain, oui. Après, sur la psychologie d'équipe, je me pose encore des questions, forcément, vu la sortie de l'an dernier. Voilà, exactement. Après, le talent sur le papier, bien sûr, mais voilà, avec un petit bémol peut-être. Et alors là, pour aller dans ton sens de ce que tu disais tout à l'heure, enfin une organisation, en tout cas sportive, claire. C'est la première victoire de Devin Booker dans un match où il met plus de 50 points. C'est vrai. Dans l'histoire de sa life, le mec. Et ça montre aussi le changement d'état d'esprit. C'est-à-dire qu'on se souvient des matchs aux 70 points qu'il avait célébrés alors qu'il avait perdu, c'était à Boston. Il avait remis 59 dans une défaite. Il avait mis en 2019 aussi 50 dans une défaite face à Washington. Et là, 51 et la victoire. C'est important aussi quand on fait des grosses perfs que ça soit validé avec une victoire. On rappelle que c'est quand même la principale, comme aimait dire à Jacques Monclar, c'est le plan shot. C'est que tu es au moins un point d'avance que l'équipe adverse. Ouais, c'est clair. Et puis là, c'est en 3/4 temps. Ils ne l'ont pas laissé à la fin juste pour faire gonfler ses stats de manière un peu absurde. Il y a aussi, on sent que les objectifs de cette équipe et de ce joueur, maintenant, c'est plus tant sur les performances sur un match comme ça, c'est d'aller loin. Messieurs, la NBA a décidé de siffler des marchés. En tout cas, ils ont ciblé un match entre les Mavs et les Warriors et ça a sifflé 10 marchés dans un match. En NBA, c'est quasiment du jamais vu. En tout cas, j'ai pas les chiffres, mais moi, de mémoire, j'ai rarement vu ça. On a les images des marchés. Est-ce que c'est une bonne chose quand même pour la NBA de remettre un petit peu le curseur sur des bases fondamentales du règlement ? Moi, je dirais oui. En fait, ce qui est un petit peu dur, je trouve, c'est le fait que c'est le manque de régularité en fait dans ce type de coup de sifflet. Dans ce match en particulier, il y en a plusieurs qui sont vraiment des marchés où tu vois le mec se resituer sur un step back, ressauter encore une fois avant de tirer. Ça, c'est un marché. Ce qui est un petit peu dur, c'est de te dire sur ce match-là, il y en a 10 comme tu le soulignes qui ont été sifflés. Et après, tu vas en voir je sais pas combien de matchs où ça continue d'être toujours la même chose. Donc moi, je demande, il faut juste un petit peu plus de cohérence, je pense. Et voilà. Et puis après, il y a toujours la notion de est-ce qu'il y a un vrai avantage
pourcentage qui a été pris sur le marché ou pas, qui est un peu à l'appréciation de l'arbitre, ça je peux le comprendre, mais un peu plus de cohérence. Ouais. La cohérence, elle va aussi sur le fait d'éviter le zèle. Là, dans ce match, c'était clairement un excès de zèle de la part des arbitres. Il y a des marchés catastrophiques qui sont sifflés sur, je pense à Zach Lavine, à Spencer Dinwiddie qui fait un départ croisé. Si tu commences à siffler des départs croisés marchés, on s'en sortira plus jamais. Il y a le marché de Steph Curry sur la fin. C'est bien, par contre, sur les dernières actions, d'être attentif sur les pieds de pivot qui changent. On pense à Tyler Hero il y a quelques temps, bien sûr. Quand il y a double appui pour faire un step back, oui, en effet, il faut siffler. Donc voilà, il y a l'excès de zèle qu'on peut souligner dans ce match. On a vu cette petite stat là sur le mois de novembre. Il y avait plus de 2 fois le nombre de marchés sifflés par match. Il y en avait 1,7 sur octobre, 3,7 sur novembre. Donc il y a une volonté, en tout cas des arbitres et de la NBA, d'être un peu plus tatillon sur ça. Pourquoi pas ? Pourquoi pas? Ça me va. Et c'est normal. Il y a des règles fondamentales dans ce sport. Il faut respecter. Si on laisse, je pense qu'on était dans un excès. Moi, les step back à 4 pas, 5 pas pour certains joueurs. Au bout d'un moment, je te jure, ça me dégoûtait de mon sport. Ça n'avait plus aucun sens. Faut remettre un peu le curseur. Alors, l'être au pied de la lettre, c'est un peu chiant par moment, mais il faut trouver ce juste milieu. J'espère que la NBA saura le faire. En tout cas, on a l'impression qu'il y a une volonté. Et c'est déjà un bon début. Mais c'est vrai que le mot primordial quand on est arbitre, c'est de la cohérence. Voilà, soir après soir. Et on peut différencier aussi 2 types de marchés. Pour moi, il y a le type de marché quand tu pars pour ton premier dribble, où là, d'être laxiste, ça me dérange pas trop en NBA. En revanche, moi, tout ce qui me pose problème, c'est les trop 4 poids pour faire des lay-ups, pas pour faire des lay-ups, c'est les step back abusés. Donc pour finir tes actions, là, ça devient problématique parce que l'avantage, déjà qu'ils sont méga forts, les gars, l'avantage à l'attaquant, il est un peu abusif. Mais... Donc voilà, c'est surtout là-dessus qu'on vient de faire une différence entre les marchés. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi parce que les attaquants sont tellement forts et maintenant, surtout sur les postes extérieurs, t'es tellement restreint dans ce que tu peux faire défensivement que si derrière tu laisses en plus les marchés, c'est juste tu peux plus défendre, quoi. C'est impossible. Bon, il y en a un à qui on ne sifflera pas de marché puisqu'il ne peut plus marcher, c'est Karl Anthony Towns qui sera absent de 4 à 6 semaines. Les Minnesota Timberwolves ont gagné cette nuit, mais finalement c'est presque anecdotique. Tant ça va être chiant de ne pas revoir Karl Anthony Towns blessé au mollet droit. On ne le verra pas avant 2023. C'est un début de saison poussif pour les Timberwolves et en plus de ça vient s'ajouter cette blessure là de leur leader. Ouais, c'est vrai, c'est clair, c'est une mauvaise nouvelle. Bien sûr, quand tu perds ton leader autant de temps, c'est compliqué, surtout que c'est une action tout à fait anodine. Hein, il est tout seul sur une remontée de terrain. On sait que c'est un gros projet, ils ont beaucoup d'ambition. Et ça, c'est du retard à allumage pour le vécu collectif. Voilà. La question, c'est est-ce que ça pourra marcher à terme entre Towns et Gobert dans la raquette quand on se projette sur les playoffs. Mais avant ça, il y a une saison régulière qui te permet de bosser, qui te permet de trouver les ajustements. Et donc là... presque 2 mois comme ça, sans Towns, pour une équipe qui se fait siffler à domicile parfois, qui a du mal à enchaîner les bons games, bah c'est un gros souci pour Chris Finch. Alors, paradoxalement, je suis d'accord avec toi sur le fond, et notamment pour les ambitions en termes de play-off, mais je ne serais pas étonné que ça corresponde avec une belle série de victoires, ou du moins avec un bilan plus équilibré qu'on ne puisse penser, parce qu'il y a quand même un vrai problème de cohésion dans cette équipe. Jouer avec un seul grand et Anthony Edwards et les autres joueurs qu'ils ont, avec un accent vraiment défensif quand il y a Rudy sur le terrain, ça risque. Je pense que ça peut aussi simplifier un petit peu le plan de jeu, simplifier un petit peu les relations entre les joueurs. Et donc je serais pas étonné que finalement ils s'en sortent bien sans Karl Anthony Towns durant cette période. Maintenant, effectivement, s'ils veulent aller loin en play-off, ils auront besoin de trouver comment l'utiliser. Parce qu'on te rejoint là-dessus, hein. Tu vas pas dire le contraire. On est tous d'accord pour dire qu'a priori, ils joueraient mieux avec seulement Towns en 5 ou Rudy en 5. Mais bon, ils sont là les deux. Donc dans un style de jeu classique que toutes les équipes NBA jouent quasiment avec des postes 4 qui sont des 3 de métier. Mais le projet, il est quand même de jouer grand. Donc, et d'ailleurs, ça serait bien de voir dans une libre antenne ou dans une palette ou dans un débat, de voir comment Karl Anthony Towns prend ce rôle de poste 4, parce qu'on me disait oui, il jouait 4 déjà avec Gorgui Dieng, oui d'accord, mais là c'est un peu différent et je trouve qu'il a quand même beaucoup de mal à assumer tout ce que doit faire un poste 4 moderne dans ce projet-là, mais on aura l'occasion de revenir dessus, on va lui laisser le temps de revenir. Et juste pour terminer, donc Rudy tout seul dans la raquette, hier il fait un tout petit match, 26 points, plus 13 ou plus minus, on va pas lui enlever les bons côtés, mais 9 points et 1 rebond pour Rudy, 5 tirs. Voilà, donc... Next game. Voilà, on verra la suite. On oublie celui-là. Ouais. Next game. Un rebond pour Rudy, c'est incroyable, en 26 minutes. Hein. Next game et next topic pour nous, puisque c'est le moment de rentrer dans le grand débat autour des Celtics. Enfin, on va parler des Celtics.
Les Celtics sont-ils toujours les mêmes? Alors, on a l'impression qu'ils sont toujours aussi forts, en tout cas, puisque l'année dernière, ils sont sortis de la conférence Est. Ils sont les champions de l'Est en titre. En ce moment, sur ce début de saison, ils sont ni plus ni moins que la meilleure équipe NBA avec la meilleure attaque de la Ligue. Tout va bien côté vert, avec pas mal d'interrogations qu'il y avait eu, notamment à l'intersaison. On le voit, 121 points inscrits, 112 points encaissés, 20e défense NBA. On va y revenir. C'est surprenant de voir ces Celtics-là avoir seulement la 20e défense NBA. Mais c'est aussi surprenant de voir ce nouveau style avec cette première attaque NBA. Messieurs, quel regard on a sur ces 3 premiers mois côté Celtics, avec un changement de coach, avec un assistant coach qui prend, pour on imagine, faire une espèce de suite un peu logique. On n'est pas du tout là-dedans, Thomas. Non, c'est clair. La première chose, c'est que c'est une super équipe à voir jouer. Je pense qu'il faut commencer là-dessus. Bien sûr, les résultats collectifs appuient ce que je suis en train de dire, mais regarder un match des Celtics aujourd'hui, c'est vraiment très plaisant, parce que les bonnes équipes d'attaque qui se partagent le ballon avec une exécution d'attaque de ce niveau-là, c'est toujours très plaisant. Bon, t'ajoutes à ça une adresse complètement ouf, mais ça vient des joueurs, bien sûr, du talent présent, mais aussi de l'exécution qui est fantastique. On voit Jason Tatum derrière qui est très fort, qui a encore été fort hier soir. Non, c'est vrai que tu as raison de parler de Joe Mazzulla, parce que nous, on imaginait tous qu'il allait prendre la suite d'Ime Udoka, en tout cas sur le style. On voit que le style est totalement différent. On parlera des absents, Robert Williams n'est pas là, donc ça fait une énorme différence sur leur point d'ancrage défensif. Mais moi, j'avais une crainte à long terme pour voir si Joe Mazzulla serait un bon coach ou un grand coach en playoff. On n'y est pas encore. On était sûr que ça allait performer pendant cette saison régulière. Bon voilà, ils sont clairement sur les bons rails et ils performent tous les soirs. Et ça, c'est important pour les bonnes équipes NBA. Ouais, carrément. En fait, j'ai l'impression qu'ils sont vraiment finalement dans la continuité de ce qui pouvait se passer l'an dernier avec Udoka, mais que Joe Mazzulla a su simplifier un certain nombre de choses dans l'attaque et automatiser un certain nombre de choses en responsabilisant les joueurs. En fait, c'est vraiment, comme tu disais, c'est une équipe qui est hyper plaisante à voir jouer, parce qu'en fait, ils sont incisifs et en même temps, le ballon circule très bien. Et on sent qu'ils sont pas tant, finalement, ils sont pas tant dans l'application de système de jeu. C'est vraiment des concepts. Tout est basé sur la prise de décision individuelle. Ils ont un roster qui est parfait pour ça, où sur chaque poste, ils ont des mecs qui peuvent prendre la bonne décision, tirer ou pénétrer. Les fondamentaux, triple menace, quoi. Tu peux tirer, tu peux pénétrer, tu peux passer. Et en fait, quand c'est à ce niveau-là et quand c'est avec des stars comme Tatum ou Brand, et je pense qu'on va y revenir, qui ont à la fois cette capacité à faire la différence et aussi cette envie de faire vivre le collectif, ça donne ce début de saison des Celtics qui est incroyable, parce que là, ils sont quand même sur les bases de pouvoir peut-être établir la meilleure, voire l'une des toutes meilleures, voire la meilleure attaque de tous les temps, tout simplement, quoi. Et ça se matérialise par des séries de victoires. On les a vus enchaîner 9 victoires d'affilée. Ils se sont fait attraper par les Bulls sur un match à l'extérieur, ça peut arriver. Et derrière, boum, ils réenchaînent 5 victoires de suite. Hier soir, victoire face à Miami dans un super match très serré. À la fin, Jason Tatum a massacré complètement le Heat avec 49 points, mais il a encore mis des énormes paniers dans le Money Time. C'est une équipe qui, en fait, rebondit très vite, à chaque fois. Et enchaîne les victoires. Ouais, tout à fait. Et puis, ce qui est fou, et c'est la preuve que l'équipe vit très bien, c'est que dans cette série là de 14 victoires en 15 matchs, il y a eu des absents. Jason Tatum n'a pas été là, Jaylen Brown n'a pas été là. Quand Jason Tatum n'a pas été là, Jaylen Brown sort un match de All-Star, tu vois, à plus de 35 points. C'est ça aussi la preuve que l'équipe est très talentueuse, avec une énorme profondeur, l'apport de Malcolm Brogdon et d'Eric White aujourd'hui, qui sont deux joueurs, j'ai pas envie de te dire similaires, mais en tout cas qui font les mêmes choses, donc ce dont tu parlais tout à l'heure, amener la justesse dans le jeu leur permet en fait de jamais baisser de régime. Quand tu as un mec comme Malcolm Brogdon qui sort du banc, alors que tu es une équipe déjà très intelligente dans ton sac majeur, ça devient très compliqué. Pour continuer dans le groupe vit bien, Luke Cornette prend des minutes avec les blessés, il est bon. Bon, si Luke Cornette est bon, à un moment donné, c'est que l'équipe va très bien. Ouais, et puis pareil, puisqu'on est dans le roster, on va pouvoir le voir. Il y a aussi cette invention de joueur avec Sam Hauser aussi. Tout à fait. Tu vois, pour moi, c'est des signes des équipes qui vont bien. C'est Luke Cornette, NR, qui est clairement un faire-valoir. Cette année, on voit qu'en l'absence de Robert Williams, il va prendre des minutes, le grand, il va mettre quelques tirs, et puis il a 14 minutes par match, il met ses 5-6 points tranquilles, et puis ça roule. Et puis là, il y a, je te dis, ce Hauser là, qui sort, dans ce collectif d'attaque parfait, il va mettre des filoches, et il a un vrai rôle aussi. Ça aussi, c'est des signes, les mégastars qui régalent, mais aussi des inventions et des joueurs qui prennent des petits rôles comme ça. Ouais, non, mais c'est clair. Pour revenir sur Sam Hauser rapidement, en fait, c'est vrai que c'est un joueur dans lequel les Celtics croyaient énormément, qu'ils avaient laissé en couveuse un petit peu le temps qu'il se développe. Finalement, la blessure de Danilo Gallinari était un bien peut-être pour un mal, parce que ça les a
poussé à jouer le tout pour le tout et à vraiment lui donner des minutes et il répond présent. Et puis pour parler un petit peu des stats offensives qui sont assez folles de cette équipe, ils sont pas loin d'être... On va voir le tableau des partages déjà là. Des partages et puis en termes d'efficacité, ils sont pas loin Ils sont d'être sur à les bases 50% de- de voilà. réussite, Tout à fait. 40% à 3 points, ce qui est complètement dingue déjà pour un joueur, mais là c'est pour une équipe. Et à 3 points, ils ont quand même 6 joueurs parmi ceux qui prennent au moins 2 tirs à 3 points par match, à 40% de réussite ou plus, ce qui est c'est monstrueux, quoi. Allons à fond sur ça, c'est la meilleure équipe de la Ligue. Oui, pour l'exécution, pour le talent sur le terrain, pour exactement tout, comme tu disais tout à l'heure, tous les joueurs qui sont capables de prendre la décision, ils sont surtout sur un nuage d'adresse. Nuage d'adresse. Encore une fois, hier. Ça te rappelle pas le Jazz quand c'est fini premier de la Ligue? Oui, ah ben oui, Où oui. toute l'année on avait dit nuage d'adresse, et ça avait duré toute la saison Sauf régulière. qu'ils n'étaient pas finalistes en titre, quoi. Ah non, j'étais Non, pas mais bien finaliste sûr. en titre. Mais ce qui est fou là dans le match d'hier, par exemple, ils finissent à 22-48. 22-48 à 3 points, ça donne 48%. Au tir, 48%. Quand tu tentes, presque 50 fois ta chance à 3 points. C'est tout à fait insensé. C'est des bons tirs, il y a beaucoup de rythme, il y a des superstars qui sont capables de mettre des gros tirs. Mais même les tirs de Jayson Tatum, t'as jamais l'impression que c'est abusé. Le tir dans le Momentum dont tu parles, c'est un grand tir ouvert, bien amené. Bah ouais, parce que encore une fois, l'exécution d'attaque. Tu parlais des comparaisons, ils sont sur les bases historiques, ils sont sur les bases d'être la meilleure attaque de tous les temps. On ne cessera de rappeler que la meilleure attaque à l'efficacité, c'est les Nets de James Harden, de Kyrie Irving et de Kevin Durant, qui sur une saison après l'arrivée de James Harden étaient dans des stats d'efficacité qu'on n'avait jamais vues. Trop fort sur un contre un, trop fort dans l'adresse. Ils sont dans les bases d'aller chercher ce record-là. On sait qu'en général, par contre, ça ne dure pas, ce type d'adresse sur toute une saison. Moi, en tout cas, j'ai du mal à croire qu'ils soient à plus de 40%. C'est la seule équipe de NBA être à plus de 40% à 3 points en moyenne par match. C'est incroyable. On parle beaucoup de l'adresse à 3 points, mais il y a le pace qui a changé aussi. C'est une équipe qui court beaucoup plus. Et la question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que vous n'êtes pas surpris que ça soit l'assistant d'Emi Udoka, qui avait mis, à partir notamment de janvier, qui avait trouvé enfin la bonne formule, mais surtout défensivement. Et on se souvient qu'en play-off et jusqu'en finale, cette défense des Celtics, elle faisait peur à tout le monde. Et que finalement, aujourd'hui, ça soit devenu une équipe avec quasiment les mêmes joueurs. On a rajouté Michael Brogdon, mais une équipe finalement portée sur l'attaque. Alors, j'ai envie de répondre de deux manières différentes en fait. Je pense que pour parler de l'attaque, encore une fois, c'est vraiment ce qu'a le coach a su prendre ce qui a marché l'an dernier et aussi souligner ce qui a été la limite en play-off ou notamment en finale où finalement c'est l'attaque qui a vraiment qui leur a coûté et qui leur a coûté la finale. Et donc il a su cibler ces choses-là. Et en fait, c'est vraiment intéressant que tu parles du Jazz parce que la question qu'on pourrait se poser, on pourrait se dire c'est les équipes qui reposent autant sur l'adresse à 3 points, ça fait penser au Jazz, ça fait penser aussi aux Hawks de la grande époque, aux Rockets. Que des équipes qui sont cassées les dents en play-off. Exactement, mais la différence pour moi avec notamment principalement avec le Jazz, c'est que si jamais en play-off tu as plus cette adresse des remplaçants, tu as quand même au moins 2 joueurs voire plus qui peuvent, tu peux pivoter, jouer sur du pick and roll, jouer sur de l'ISO si tu veux avec Jaylen Brown, avec Jason Tatum. Donc c'est un peu le meilleur de deux mondes dans le sens où tu as un collectif hyper rodé avec des role players et des joueurs complémentaires qui mettent dedans. Et en même temps, si vraiment tu as un problème, tu peux jouer sur tes 2 superstars, dont Jason Tatum, qui a un niveau incroyable cette année. Donc ça, je pense que c'est vraiment... Du coup, ta métamorphose, tu deviens les Warriors. Parce qu'en fait, dans les équipes d'attaque et de shooters à 3 points, la seule qui gagne... Il y a les Cavs aussi, qui étaient très portés autour de LeBron sur le shoot à 3 points. En fait, celles qui vont réussir à gagner... faut avoir des joueurs all-time dans l'effectif. C'est ça, tu es dans cette alors, est-ce que catégorie. Jayson Tatum va devenir un joueur all-time? Il a tout pour le devenir, mais elle est là la bascule. Au moment J'ai envie de mettre un billet dessus, en tout cas. Ouais, on est plutôt dans la tendance, oui, c'est clair, mais les équipes à 3 points, à un moment donné, pour aller au bout, vont devoir défendre. Bon, ça c'est évident, mais on va devoir aussi aller sur l'ISO, sur les trucs qui font gagner les équipes NBA depuis les années 40. C'est-à-dire, de l'ISO, un gars qui tu donne la balle et qui va mettre 3 tirs dans les 2 dernières minutes, et puis comme de par hasard, tu vas soulever le titre de champion. Donc tu deviens les Warriors ou les Cavs, et plus les Rockets, les Hawks ou le Jazz. Ouais, c'est ça. Et puis pour revenir sur la deuxième partie de ta question sur la défense, je pense que là, la défense, elle est moyenne, entre guillemets, des Celtics, mais je pense qu'avec le retour de Robert Williams, et vu les joueurs qu'il y a dans cette équipe, Brogdon, Tatum qui défend à un très haut niveau, Marcus Smart, etc. Je pense que la défense va se mettre au niveau, va commencer à grimper. Donc peut-être qu'ils vont perdre un petit peu en efficacité offensive parce que là ils jouent beaucoup avec 5 extérieurs, en 5 out, avec Robert Williams, ils pourront pas jouer comme ça. Peut-être que les stats offensives baisseront un peu, mais je pense que les stats défensives vont monter tellement que de toute façon ils s'y retrouveront. Là on se voit que pour scorer à l'intérieur, c'est la dernière équipe NBA. Ils shootent beaucoup à 3 points. Ils shootent beaucoup à 3 points. Mais pour revenir sur la défense, c'est que moi ils sont 20e. Mais leur vécu collectif me dit qu'en play-off, ils sauront défendre quand il faudra défendre. C'est le Jazz, on se souvient que ça défendait pas et quand il a fallu défendre,
ma cache. Les Rockets, quand il a fallu défendre, la seule réponse qu'ils ont su amener, c'était du tir externe. Moi, je reste persuadé que cette équipe-là, oui, elle est sur de l'adresse, oui, c'est devenu la meilleure attaque NBA, donc on peut dire que c'est une équipe d'attaque, mais c'est une équipe le jour où il y aura moins d'adresse et d'un jour où ça va être un match de muerte, ils sauront aussi se mettre les pelées défensives. Et c'est en ça que je les trouve archi intéressants cette année, c'est qu'ils ont progressé. Donc, est-ce qu'ils sont les mêmes? Non, ils sont clairement plus forts pour moi, parce que quand tu joues aussi bien en basket et que tu es capable malgré tout de défendre, je vais pas leur en vouloir, quand tu déroules autant en attaque, de pas se mettre des pelées défensives sur une saison régulière, mais je reste persuadé que dans des gros matchs, parce qu'ils ils ont un calendrier assez favorable quand même. Fun fact, hein, pour le coup, ils ont perdu 4 fois, 2 fois contre les Bulls, 2 fois contre les Cavs. Ils ont perdu que contre 2 équipes. Dès qu'ils sont dans leur région, quoi. Voilà, on va voir. Dès qu'ils y vont en bateau, il y a un problème, en gros. On va peut-être voir. Tom, c'était peut-être pour la possible d'aller en bateau de Boston. On va voir le calendrier là, des Celtics et ça va être intéressant parce qu'ils vont avoir quand même des gros matchs à jouer. On va voir. Ils vont rejouer Miami à domicile. On a vu qu'hier c'était un gros match. Les Nets qui vont mieux. Toronto, pas cadeau. Les Suns, on en a parlé, c'est génial. Les Warriors, remake des finales. Les Clippers qui vont pas mal et on espère qu'ils seront complets. Et puis jouer LeBron, c'est toujours un événement. C'est quoi ce calendrier là? C'est un truc de ouf. Non, mais c'est pour ça que ça va être aussi un délire. Ça va être aussi intéressant de voir. On sait que la NBA, c'est des séries par moment. Et là, cette série de matchs, eh ben, ça va être aussi intéressant pour voir si cette attaque-là, par rapport à quand je vois la défense de Toronto, de Miami, des Suns aussi, ça va être des Clippers, ça va être aussi intéressant. Ça va être des nouveaux tests. Si les Celtics vont bien, c'est aussi grâce à un homme qui est arrivé cet été, c'est Malcolm Brogdon qui est ravi d'être ici, et il l'a dit d'ailleurs dans la presse, c'est une organisation, bon, il ne nous apprend pas grand-chose, hein, notre ami, fantastique. Je le dis aux gars, appréciez l'endroit où vous êtes, donc à Boston, ces gars, Tatum et Brown, donc, n'ont pas vu d'autre chose. Ils ne savent pas comment ça fonctionne ailleurs. Il y a beaucoup de bonnes choses ici, en haut et en bas, des dirigeants et aux joueurs en passant par les entraîneurs. Ça, on en revient quand même à cette truc... qui ne changera jamais, c'est que les Celtics, c'est une franchise saine. Alors il y a eu les années 90 où c'était très moyen, mais ça reste quand même... On n'a pas eu beaucoup de chance sur les futurs prospects qui devaient arriver. Mais oui, en effet, ça compte énormément et c'est bien que les joueurs qui comptent comme ça le disent et le martèlent. Oui, quand tu arrives aux Kings, c'est pas la même chose que quand tu arrives dans une franchise comme les Celtics. Oui, c'est vrai. L'entourage est mieux. Kevin Serafin le dit tout le temps ici. Il dit, mais en fonction des franchises où tu es, qu'il y a dans les bureaux, la direction, même les propriétaires, etc. Voilà, il y a une culture qui s'installe. Les Celtics sont une superbe franchise. Evan nous l'avait dit aussi à l'époque. Même si tu peux avoir des dissensions avec ton coach sur le purement sportif, tu es quand même très content d'être là parce qu'il y a l'histoire qui fait foi, mais parce qu'au quotidien, c'est très bien géré. Et donc Malcolm Brogdon, il est ravi d'être dans un projet aussi où il peut gagner des matchs. Ça doit quand même... tu m'étonnes toujours. Il était au Bucks à la base, mais j'ai envie de te dire que d'être dans ces projets-là, alors qu'à un moment donné, tu es dans les équipes qui ne gagnaient pas grand-chose, ça doit te remettre l'étincelle. Et il a raison de dire pour Brown et pour Tatum, parce qu'ils ne se rendent pas compte, ils ne savent pas comment c'est ailleurs. Profitez de là où vous êtes, les mecs. C'est comme pour le stagiaire First Team, quoi. Profitez de où vous êtes, parce que c'est pas pareil partout. Hein. J'embrasse Maxime Lavenu en disant ça, bien sûr. Et c'est possible, par contre, qu'ils ne connaissent que ça aussi. Hein. C'est ce qu'on leur souhaite. On reste en général au Celtics. Bah oui, sauf Kyrie. Sauf Kyrie. Ouais, mais il est pas drafté là-bas, ça compte pas. C'est clair. Non, mais c'est vrai que Brogdon, de toute façon, dès qu'il a été signé, c'était l'énorme. C'était sûr que c'était le bon choix. La seule question qu'il y avait finalement, c'était sur est-ce il arrivera à rester suffisamment en bonne forme physique, parce que c'est un joueur qui a beaucoup été blessé ces dernières saisons. Mais là, on en revient un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'en fait, c'est parfait parce qu'en fait, c'est un joueur de plus qui, la balle, a peu circuler. Et si en fin de possession, t'as rien trouvé, c'est un mec qui a à la fois le tempérament et le talent pour jouer tout seul de l'ISO ou finir pour aller fort au cercle, chercher des lancers francs, le panier ou faire la passe décisive. Donc cette équipe, en fait, sur le QI basket, elle est impressionnante. Encore une fois, j'y reviens. Et il y a une chose que tu as souligné, Erwan, qui est vraiment intéressant, c'est sur le pace et le rythme sur lequel ils jouent. Parce qu'en fait, paradoxalement, ils ne sont pas forcément parmi les meilleures équipes en termes de points générés sur contre-attaque. Par contre, ils poussent vite la balle pour vite commencer à mettre en place leur jeu collectif et vite mettre la défense en difficulté. Et ce qui est vraiment impressionnant, je trouve, avec cette équipe, c'est qu'elle a la patience d'attendre jusqu'à avoir trouvé le moment où vraiment tu as fait l'écart ou trouvé le match-up intéressant pour ensuite exploiter ça. Et vous savez tous, quand tu as défendu 22 secondes comme un chien à courir partout sur les rotations et que tu finis par prendre un tir à la 23e seconde parce que tu as fini par craquer, parce que l'équipe adverse a continué à être agressive et patiente, il n'y a rien qui démoralise plus une défense que ça, quoi. Si les Mavs regardent les matchs des Celtics, n'hésitez pas à vous en inspirer un tout petit peu. Hein. Même s'ils ont fait un super match contre les Warriors, on va rien leur enlever. On va y aller tranquille. On va leur demander de courir aux Mavs.
Cavs, on va leur demander de trottiner. Hein, Bah ouais, oui, en effet. Michael Brogdon, c'est stats quand même 14 points. On a vu le tableau passer, ouais. 14, mais surtout, je ne sais pas s'il y avait adresse à 3 points. Il a 49% à adresse à 3 points en tentant presque 4 tirs, 3,9. Bon, ça, c'est des stats, encore une fois. Ah, très bien, merci Tom. 50% au tir, 49% à 3 points. Propre. Je ne vais pas m'avancer en disant que ça ne durera pas quand même 49%. 23 minutes de temps de jeu, hein, donc là aussi c'est très bien réparti et chaque fois qu'il est sur le terrain, c'est plus qu'efficace. Un petit mot sur Robert Williams, c'est le grand absent de ce début de saison. On sait qu'il a eu un problème au genou gauche, il me semble. Il a repris l'entraînement là et il est attendu aux alentours de Noël. Ça aussi, ça va quand même changer la donne. Ah oui, complètement. Il faut qu'il revienne de toute manière. Quand on revoit l'impact qu'il a eu au final la saison dernière, c'est où il joue encore où il joue d'ailleurs un peu blessé. Complètement blessé. Quand on voit l'impact qu'il a, on se dit qu'avec lui qui va revenir, c'est-à-dire que ta défense elle va remonter un petit peu dans les classements et que ton attaque, il n'y a pas de raison non plus qu'elle chute. C'est très important qu'il revienne. On va parler de Brook Lopez dans quelques instants, qui est un arbre et un monstre de contre et d'impact physique défensif. Ils n'ont pas ce joueur-là aujourd'hui. Il y a alors Ford, bien sûr, qu'on aimerait toujours pour son intelligence de jeu, etc. Mais il n'est pas vertical, alors Ford. Ils ont besoin d'un mec, à un moment donné, quand tu te fais passer, qui vienne dans la dissuasion, qui vienne mettre des comptes, qui vienne prendre des rebonds. La NBA est faite aujourd'hui d'athlètes sur ces zones-là. Ils n'ont pas d'athlètes. Donc c'est pour ça que leur défense aussi baisse, tu le disais tout à l'heure. Dès qu'il va revenir, comme de par hasard, ils vont se remettre à mieux défendre. Et l'année dernière, les playoffs, c'est pour ça que, d'ailleurs, Erwan, tu disais qu'on avait confiance en eux pour défendre dans les grands moments, c'est parce que l'année dernière, ils vont loin parce qu'ils défendent comme des chiens. Et donc, on garde tout ça en tête. Surtout, tu as raison. Donc, quand il va revenir, tout va se remettre en place, je pense, et ils vont pouvoir... la défense va augmenter naturellement, même si on perd un point. C'est pas grave. C'est vrai que finalement, en playoff, la série contre Miami et même les finales, Robert Williams, c'est pas le meilleur joueur des Celtics, mais c'était peut-être le joueur le plus important, en fait, pour que Boston puisse aller loin. Là, au-delà des aspects défensifs, je pense qu'il va vraiment leur apporter beaucoup au rebond. Pour l'instant, même s'ils sont relativement petits, les Celtics, au rebond défensif, ils s'en sortent pas si mal en vraiment monopolisant tous les arrières, les arrières, les ailiers vont tous donner un coup de main au rebond. Rebond à 5, comme on dit. Et ouais, non, mais c'est vraiment ça. Et je pense qu'avec le retour de Robert Williams, ça va leur donner un peu de présence au rebond offensif aussi. Défensivement, au rebond défensif, ça leur donnera quelqu'un sur qui tu peux te reposer dans ce secteur-là. Et peut-être pour générer aussi encore un peu plus de jeux de relance. Comme on le disait tout à l'heure, je pense qu'il y aura une petite adaptation à faire pour retrouver comment jouer avec 4 extérieurs, un grand et en attaque. Par contre, défensivement, je pense que ça va refaire monter le niveau rapidement de cette équipe de Boston. En termes de rebond, ils sont 26e attaque au global. C'est une bonne équipe au rebond défensif. Ils sont 10e de toute l'NBA. Par contre, ils génèrent très très peu de rebonds offensifs. Ils sont 28e équipe au rebond offensif. Ils en prennent 8 seulement au rebond off. Mais quand tu mets tout le temps dedans, il n'y a pas de rebond offensif. Ça, c'est pas faux parce que la ligne d'à côté, ils sont premiers d'NBA au lancer franc, deuxième au tir à 2 points et premier à 3 points. Ouais. Donc t'as pas besoin d'aller au rebond offensif. Pas faux, Erwan. Pas beaucoup de déchets. Là, t'as Blake Griffin quand même qui met le nez à la fenêtre. Il a mis 9 points, il a mis un alley-hoop de ouf. C'est digne. Ah, toujours. De toute façon, lui, avant, je sais qu'il avait ses détracteurs. Ça fait longtemps que c'est plus le cas. On sait que son corps l'a lâché, hein, tout simplement. Ce petit match à 9 points où il met dedans Exter, où il met un alley-oop, c'est comme ça que ça galvanise aussi. Le public suit des personnalités comme ça et des joueurs comme ça. Et tu vois le smile que ça donne à tout le monde. Tu vois, quand les gars sont sur le banc et qu'ils me sont allés où, en gros, c'est la folie. Donc voilà, ça compte avoir tes 8e, 9e, 10e, 11e hommes qui, par moment, font des bons matchs. Et il s'en est pas caché, Blake Griffin. C'est juste agréable d'être ici, de s'intégrer. Et de s'intégrer. Sur les dunks, ça me fait rire. Au début de ma carrière, tout le monde disait « fais autre chose que dunker ». Maintenant, tout le monde veut juste que je dunk. Ça régale, ça. Ça régale comme déclat. Mais je reste persuadé qu'en début de carrière, effectivement, il aurait dû faire autre chose que dunker. Oh, c'est dur, c'était un super joueur. Tu mets pas 22 points quand dunker par match. Non, mais c'est vrai, mais bref. Non. Il y a des power moves, des trucs. Ah non, mais bien sûr, on va pas revenir sur le délire de Lob City. S'il avait eu un meneur de jeu qui se chiait pas de chien en playoff, on aurait pu en discuter. Ça tire à ouais, c'est clair. Sorry, Chris. Hein. Les Celtics ont-ils changé? On a évidemment pris vos avis, comme d'habitude, sur nos réseaux sociaux et on a choisi 3 avis que Tom va nous envoyer, plein fer. Et tiens, Thomas, je te le laisse. Très bien. Alors, c'est The Official Mojo. Oui, assurément, gros renfort avec l'arrivée de Brogdon, bien sûr, notamment, et l'intégration de Hauser et Cornet. Ajoutez ça à l'expérience accumulée lors des playoffs. Et avec une bonne défense et une attaque de feu, on obtient une équipe qui évolue à un niveau de candidat très sérieux. J'ai l'impression qu'on est plutôt d'accord, mon bon Mojo. Job coaching staff nous dit, sacré nom ça. Oui, meilleur banc. Les joueurs
ont emmagasiné de l'expérience et de la confiance. Tatum est agressif, il shoot des lancers francs. Marcus Smart est top en meneur. L'interrogation, c'est le coaching en playoff. On en a parlé, c'est vrai. Après, sur la saison régulière, les fondations sont tellement solides que la machine tourne bien. Oui, très bien, on est d'accord. Pour l'instant, on est tous sur des oui. Pas forcément meilleurs. Car si on compare sur la deuxième partie de la saison dernière, ils sont de leur standard. Ils sont juste revanchards de leur finale NBA perdue. Aussi. Ça rend meilleur parfois d'être revanchard. Hein. Bah oui, Très oui. souvent, j'ai envie de te dire. Les derniers revanchards qu'on a vus comme ça, qu'on fait finale et qu'on fait une belle saison régulière, ils sont écroulés complètement en playoff. C'était donc les Suns, on se souvient, face aux Mavs. Dites-nous dans les commentaires si vous trouvez les Celtics meilleurs que la saison dernière ou au même niveau peut-être, si on prend à partir de janvier dernier. En tout cas, est-ce que vous voyez les Celtics être un réel, vrai candidat au titre? On a forcément tous envie de dire oui. Hein. Oui, absolument. Moi, j'ai surtout une autre question pour finir. Est-ce que pour toi, Tatum est candidat MVP? Ben oui, qui va dire non? Je ne sais pas, est-ce qu'il est. Non, mais quand tu vois ce qu'il est aujourd'hui, est-ce qu'il est ton numéro 1, candidat MVP numéro 1? Il est extraordinaire. Alors, c'est numéro 1. Son premier de NBA. Son premier de NBA. Le bilan est meilleur que celui de Luka. Il a fait des statements aussi, encore une fois, avec des matchs incroyables. Il est à plus de 30 points par match. Et si aujourd'hui, il doit se retrouver en bugne à bugne avec Luka, le bilan fera basculer. Yanis, plutôt, non? Luka, je pense que là, tant qu'il augmente pas un peu. On est d'accord. Et avec Yanis, il a un meilleur bilan. Et je pense que la NBA serait pas contre de mettre un Américain, un nouvel Américain pour être MVP. Donc clairement aujourd'hui, oui, il est numéro 1, Jason Tatum. C'est ton numéro 1 toi aussi? Pas forcément numéro 1. Pour moi, il est dans le top 3, il est dans la course, peut-être 2 s'il passe Luka. Faut voir le reste de la saison. Par contre, ce qui est vrai, moi, ce que j'adore en fait dans son registre, tout à l'heure tu parlais des Warriors. En fait, c'est tout ce qu'il fait quand il a pas la balle. En fait, c'est notamment quand c'est lui qui va porter des écrans pour des joueurs qui n'ont pas le ballon. Ça pose énormément de problèmes à la défense. Hier, Miami, les massacres là-dessus. La défense, il ne le faisait pas du tout avant, hein. Disons-le. Hein, il est tout le temps actif et puis il a progressé dans vraiment ce qui avait été ciblé, qui était une de ses faiblesses. Je voyais dans un des tweets là, quelqu'un notait le fait qu'il aille le plus au lancer franc, c'est que l'an dernier en finale, il n'arrivait pas à encaisser les contacts et à aller finir près du cercle. Cette année, on a l'impression qu'il est parti en disant je vais prendre au moins un dribble de plus dans la raquette, soit pour finir, soit pour provoquer des fautes. Et ça permet aussi de faire bouger encore plus les aides défensives. Et derrière, il progresse chaque saison en termes dans son registre de playmaker. Donc, il est extraordinaire cette année. Il n'y a pas d'autre terme. Vous avez vu la vidéo sur Udonis Haslem? Tu l'as vu celle-là? Comme si tu peux la trouver vite fait hier soir là. Pardon? Cornet qui saute encore. Non, oui, alors celle-là, non, je pensais pas. Non, le drive de Jason Tatum sur Udonis Haslem hier soir. Ah oui. Sur le ligne de fond, enfin, corner là. Commentaire? Oui, sur Larry Bird. Ça a rappelé quand il défendait sur Larry Bird. Si tu le retrouves, Tom, parce qu'il prend un écart, franchement, ça m'a fait presque de la peine. Mais pour revenir sur Jason Tatum, les lancers francs, tu as tellement raison, parce qu'on le dit depuis le début de sa carrière, on sait que c'est un joueur qui pue le talent, ça se voit. Mais quelque part, on lui reprochait souvent de se recroqueviller trop sur son adresse externe. Et on le voit que là, d'aller au lancer franc, c'est là aussi, c'est comme avec Booker, sur le mid-range, sur des drives, d'aller au lancer franc aussi souvent, c'est la marque des grands. Jordan, LeBron, Kobe, ça allait au lancer franc tout le temps. Donc ça, c'est un très bon signe pour les Celtics. Et Jason Tatum, voilà le fameux drive ligne de fond, compliqué pour Udo. Hein. Sinon, Udo Haslem, on joue tous les vendredis à la House Factory, 11h midi, n'hésite pas. Je pense qu'il nous fournit encore Oui, je pense qu'il nous casse la gueule. Et puis on espère pour lui. Et pour le hit même. Allez, on va rester dans la conférence Est avec une autre équipe qui joue en vert. Mais ce n'est pas les Celtics. C'est qui? C'est les Bucks, évidemment. Les Milwaukee Bucks espèrent redevenir champions NBA cette année. Et pour ça, ils défendent dur et ils mettent du bois. On sait que c'est une équipe qui joue très très dur. Et pourtant, l'année dernière, ils se sont fait sortir, on se souvient, face justement aux Celtics dont on vient de parler. Mais il y a eu une adaptation, Théo, je ne sais pas si tu as vu passer ces articles, il y a eu une adaptation défensive de la part du mec Budenholzer, parce que ce que vous voyez derrière dans les écrans, Grant Williams qui avait massacré les Bucks à 3 points, parce que les Bucks avaient fait clairement une impasse sur Grant Williams. Cette année, les Bucks ont décidé de moins laisser de tirs à 3 points ouverts, de moins faire d'impasse, Thomas. Oui, absolument. Ça, c'est l'une des grandes images des playoffs l'année dernière. Grant Williams qui met 27 points, dont 7 tirs à 3 points. Il est complètement en feu parce qu'il a plein de tirs ouverts. On savait que les Celtics avaient identifié ça. Nouvelle saison. Un nouveau stratagème défensif pour Coach Bud et pour ses ouailles. En fait, tout va être basé autour d'un homme, le retour de Brook Lopez. L'année dernière, il était sur le terrain, mais il était clairement pas à 100%. On rappelle 13 matchs la saison dernière pour Brook Lopez. Cette année, le grand arbre revient. On rappelle meilleur scoreur de l'histoire des Nets. On adore placer cette petite stat. Mais depuis qu'il est revenu, ça change tout. Ils sont première équipe défensive, première équipe au rebond. Ils sont 3e équipe au contre. Et comme de par hasard, c'est autour de lui. Allons-y tout de suite sur Brook Lopez et comment déjà il résiste aux meilleurs pivots adverses. Parce que Brook Lopez est grand,
Brook Lopez est costaud et Brook Lopez résiste défensivement. Ça, c'est rare, hein, de voir Joel Embiid galérer sur du post-up game pur à l'ancienne. On est en plein dedans, là. Hein. Non, mais on est en plein dedans. Mais surtout, on voit que sur des... Après, on va voir, il y aura plein d'autres choses, hein, sur les aides, la dissuasion. Mais là, déjà, sur du bugne-à-bugne 1 contre 1, il bouge pas, tonton. Hein. Ça, c'est l'une des... Parce qu'il y a beaucoup de défenseurs qui sont... Les défenseurs qui sont second rideau ne sont pas des bons joueurs des bons défenseurs d'un contre 1. Lui, déjà, on voit qu'en plus d'être un très bon contreur, c'est un très fort défenseur de bugne à bugne. Souvenez-vous du match de la série entre Hassan Whiteside et Al Jefferson back in the days. Hassan Whiteside, très bon contreur, mais sur le bugne à bugne, il s'était fait ouvrir. On en avait tous parlé. C'était il y a quelques années déjà, pour les plus anciens, j'ai envie de vous dire. Deuxième action, puisque d'abord, défenseur sur l'homme, les Bucks défendent et tiennent les duels. Deuxième action, eh bien, Brook Lopez vient à l'aide. Dejounte Murray, on voit déjà qu'il est en plein dans la raquette. Il est souvent dans la raquette, toujours d'ailleurs. Dejounte Murray va driver sur Grayson Allen. Dejounte Murray va voir l'aide et va bien jouer le coup. Déplacement de Capella, ligne de fond. Les jeunes basketteurs, regardez ce déplacement. C'est ce qu'il faut faire en attaque. La petite passe pour Dejounte Murray. Et là, Brook Lopez, qui a sauté sur le compte de Dejounte Murray, va se resituer tout de suite pour aller mettre une bonne crêpe, on peut le dire, hein, à notre ami Clint Capella. Parce qu'il est grand, parce qu'il est réactif, et parce que son second jump aussi, parce qu'il saute pas très haut, mais son second jump est vachement, j'ai envie de te dire, véloce, Erwan. Capable de défendre sur 2 joueurs, en fait. Moi, c'est ça que je vois dans cette action, c'est qu'il est capable de dissuader Dejounte Murray, qui est plutôt un finisseur, hein, sur des actions comme ça, on le voit souvent finir. Là, il voit quand même qu'il y a Brook Lopez, donc il se dit, oh, la petite passe sur le bon mouvement de Capella, mais l'autre, il défend il force la passe, et derrière, en plus, il est au contre. Deuxième action pour Brook Lopez, on continue. On en a plusieurs pour que vous voyez bien son impact. Cette fois-ci, donc les Bucks jouent dans ce maillot bleu tout à fait reconnaissable. Violet. C'est violet pour toi, ça? Ouais. Très bien, violet. C'est le maillot époque Glenn Robinson. D'accord, très bien. Alors, on est contre les Knicks cette fois-ci. Evan Fournier va donc driver ligne de fond. On colle. En tout cas, on donne pas d'aile sur Evan Fournier sur les premières passes. On va voir R.J. Barrett qui joue bien le coup sur la coupe. C'est Jrue Holiday qui s'oublie un peu. Bon, ça arrive à notre ami Jrue Holiday. R.J. Barrett va bien jouer le coup. Et là, Brook Lopez, second rideau. Là, on est purement le second rideau. Regardez-le, il est sur Mitchell Robinson. Il donne de l'aide, il se retourne. Il est grand, il est costaud. Timing de contre de très haut niveau. Ça, c'est rare, Théo, finalement, de voir des joueurs aussi balèzes, aussi gros, être aussi intelligents et aussi réactifs dans la raquette. Bah, tu as tout dit en fait sur l'intelligence du jeu, parce que souvent quand on parle de playmaking, on parle de l'attaque, mais défensivement, Brook Lopez, il faut se rappeler quand même que c'était un All-Star à l'époque des Nets, tu en parlais tout à l'heure, qui était avant tout connu pour ses qualités offensives, avec une superbe palette d'intérieur classique. Et en fait, ce que je trouve fantastique maintenant, la manière dont il a réussi à se réinventer, c'est qu'il est dans l'anticipation, et quand il vient en aide ou quand il doit intervenir, il a aussi en tête les options suivantes sur lesquelles il va devoir défendre. Et en fait, physiquement, il est immense, il est énorme, et il a il est rigoureux en fait. C'est-à-dire que quand il vient contester au niveau du tir, il est toujours les bras parfaitement droits, il est toujours dans cette règle de verticalité qui lui permet de challenger ceux qui attaquent le cercle. Et les Bucks, c'est l'une des équipes qui commet le moins de fautes. C'est la meilleure défense et une des équipes qui commet le moins de fautes parce qu'ils sont dans cette rigueur systématique dans leur défense. Et Brook Lopez là-dessus, il est irréprochable. Voilà, c'est un mec qui a fait Stanford. C'est pas un idiot, tout à fait, mais c'est vrai que c'est bien que tu soulignes l'intelligence de jeu. On aime bien aussi parler de QI défensif. On enchaîne, prochaine action. S'il vous plaît, les gars, en régie, on va regarder ça. C'est contre les Rockets, cette action-là. Et on va voir les choix, en fait, collectifs défensifs. Pick and roll, tête de raquette, très bien. Brook Lopez défend en drop, c'est ce qu'on appelle. Donc en drop, rester loin du poseur de pick dans la raquette. Il est grand, il est costaud, il est intelligent. Il prend le temps, il prend pas de décision. Il laisse Bobby Portis revenir sur Michael Porter Jr. Et il va bien sûr le contrer, puisque Michael Porter Jr. n'a pas trop le choix, il n'y a pas la passe parce qu'il est assez grand, il n'y a pas vraiment d'ouverture de passe. Il va un peu s'empaler, on va être honnête, sur Brook Lopez. Brook Lopez est grand et massif, contreur d'exception. On parle d'un joueur à 2,9 comptes par match, c'est le premier en NBA. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est comment il va gérer les distances entre le poseur de pick, donc son joueur, et l'attaquant qui arrive plein badin vers lui, Erwan. Et à partir du moment, de toute façon, où on va le voir, quand on regarde les matchs des Bucks, à partir du moment où l'attaquant va ou un contre un dans les airs sur le grand, Brook Lopez et les Bucks et la défense des Bucks a gagné. Ça, c'est systématique quand on a bossé sur cette palette-là, quand on a cherché pas mal d'actions sur ces défenses drop de pick and roll. Tous les porteurs de balles ou même les mecs qui rollent et qui ont la balle et qui vont au contact en bugne à bugne avec Brook Lopez, on revient sur la rigueur de Brook Lopez qui, en plus d'être un arbre, met les bras et était très intelligent. Là, on voit, il est encore très clean. Et ben, à partir du moment où tu vas sur la confrontation physique, t'as perdu. Et on va le voir avec cette dernière action, puisqu'on va prendre l'un des tout
meilleurs attaquants de l'histoire de NBA. Kyrie Irving, Ben Simmons vient au pic, George Hill reste dans le pic, un bon écran. Mais Kyrie va encore une fois s'empaler. On parle de Kyrie quand même, qui est un monstre hein, sur tous les tirs après dribble, que ce soit pour des layups, pour des tirs drop ou pour des tirs extérieurs. Là, ce qu'on disait avec Théo juste avant, la bonne solution aurait été de prendre ce pic de Ben Simmons et d'aller plutôt sur ta gauche pour voir la réaction de Brook Lopez. S'il décide de descendre, bah, tu prends un tir. S'il décide de remonter, hop, tu redrives sur une deuxième accélération. Mais Brook Lopez est intelligent, il est en attitude. J'ai envie de te dire, il ne fait pas de choix. Il est dans la réaction de ce que va proposer l'attaquant, et ça donne encore une fois un contre. Ça donne une fois un contre, et j'ai envie de te dire, dans le système défensif des Bucks, Brook Lopez est très bas. La seule chose qu'ils vont donner, c'est des tirs intermédiaires, donc des tirs derrière le pic. Il y a des joueurs qui sont flotteurs fantastiques là-dessus. On pense à Devin Booker, on en a parlé tout à l'heure, qui est très fort là-dessus. Mais en saison régulière, on le voit comme ça, ils ont du mal, les attaquants, à s'adapter à la défense des Bucks. Ouais, c'est clair. Et puis pour finir, juste non, mais en fait, on se rend pas compte vraiment de son envergure de bras et sur l'utilisation des mains. C'est vraiment là aussi, c'est un truc d'école parce qu'en fait, ça lui permet de venir contester les tirs à 3 points sans avoir besoin de venir se coller à eux. En fait, il est dans la dissuasion en sortant bien les mains, etc. Et dès qu'il pénètre, il a quand même quelque chose qu'il faut noter physiquement, c'est qu'il est quand même rapide sur ses appuis pour un mec aussi grand, aussi lourd, et il arrive à garder la distance entre l'attaquant et lui de manière à pouvoir gêner jusqu'au bout. Et puis à la fin, comme tu le disais, Erwan monter avec parfaitement droit, les bras levés, et on sent que quand il monte, tu parlais d'Asamoah Gyan, il ne cherche pas vraiment le contre en fait. Il est concentré sur le fait de protéger le cercle, voilà. Et s'il a le contre, il a le contre, mais surtout il ne va pas donner une faute bête à la 23e seconde. Et ça, pareil, dissuader, contrer, t'as raison, d'aller pour gêner plus que pour contrer. Et c'est pour ça peut-être que qui fait moins de fautes. On verra maintenant, on a vu que la solution elle est peut-être sur des flotteurs ou du mid-range. On verra en play-off si Mac Budenholzer et les Bucks s'adaptent. En tout cas pour l'instant, il y a eu une vraie adaptation. On fait moins d'un passe à 3 points et en ça déjà, c'est une nouvelle évolution côté Bucks. On n'a pas dit dans cette équipe des Bucks et pourquoi c'est la meilleure équipe. Le rôle fondamental de Brook Lopez, oui. Vous ajoutez à ça des premières lignes qui défendent le plomb. Je relidais, on ne refait pas son profil. Javon Carter, qui est dans le 5 majeur, est exemplaire. C'est pour ça qu'il a toujours des places dans les gros rosters NBA. Il est exemplaire défensivement dans l'agressivité, dans le fait d'avancer vers l'attaquant, passer derrière les écrans. On a vu Ben Simmons là, qui a bien attrapé George Hill. Mais l'idée, c'est de toujours suivre son joueur, passer au-dessus et donc de suivre son attaquant. Et le dernier truc, et on n'a même pas cité son nom, c'est qu'il y a Giannis dans cet effectif. Donc Giannis est capable d'avoir ce rôle de Brook Lopez, mais surtout, c'est un contreur extraordinaire sur les seconds rideaux quand il arrive en tant qu'ailier de l'opposé. Il est extraordinaire là-dessus, c'est-à-dire que quand il y a un mec qui passe, il n'y a pas Brook Lopez, et ben il y a un arbre derrière et qui vient le chercher. Tu sais qu'il y a beaucoup de situations, on les a pas mises dans cette palette-là, où tu as Brook Lopez en dissuasion et tu as Giannis qui arrive dans le deuxième rideau. Ouais. Voilà. Et donc là, on est quand même dans les trucs, ça commence à être compliqué. Hein. C'est un bon attaquant, boum, tu passes ton gadget, c'est compliqué, tu dribbles, tac, tac. Oh, il y a Brook Lopez, tac, t'arrives à le passer. Et là, il y a le grec qui arrive et qui te met une crêpe. Bon, bah voilà, première défense NBA. Par contre, c'est la dernière fois que tu dis crêpe pour parler d'un compte dans une émission. J'ai dit 2 fois, Erwan. Dans une émission. Ouais, mais ça fait plaisir, j'ai commencé à avoir faim, il est 11h20. Ouais, mais je suis breton pourtant, mais pas de crêpe pour dire Sarrasin, ça passe. On laisse ça à d'autres. Ah, ok, d'accord. Sarrasin, on n'a pas le droit en fait. Bravo, c'était très bien cette fois-là. Tu as donné beaucoup de force à JB encore une fois pour cette super palette et son illustration. Messieurs, c'est l'heure de se détendre. Vous avez été parfait. Comme d'habitude, Théo, tu as été du numéro 1, je pense, aujourd'hui. Le MVP. Tout à fait. Mais tu sais que tout se joue en finale. Ah oui, voilà, c'est ça. En finale. Tout se joue sur le quiz, évidemment. Allez, qui dit fin d'émission, dit quiz. Et est-ce que Erwan sera aussi bon défenseur que Brook Lopez pour défendre son titre aujourd'hui? J'ai travaillé ça en régie, l'intro là. Ah oui, j'ai peur parce que j'ai cru que tu avais bossé ça depuis une semaine. Je me souviens. Tu as vu ces derniers temps. Alors je sais que tu écris beaucoup de choses en même temps ces derniers, donc voilà, mais c'est bien. Calme-toi, Michel Lévy. Par contre, pas Michel, c'est Marc Lévy. Marc Lévy. C'est pas Michel Lévy. Il est notre le chanteur. Non, même pas. Bah si, c'est le chanteur, Michel Lévy, non? Daniel Lévy. Daniel Lévy. C'est pas du tout lui. Ce que je veux dire, c'est t'as gagné sur quoi du coup la semaine dernière? J'ai tout à fait oublié. Atkins. Ah ouais, je l'ai bien en travers celui-là. Atkins. Ah ouais, ok, très bien. Ok. Théo, t'es chaud aujourd'hui? Je vais essayer, mais tu l'as préparé celle-là aussi? Théo, t'es chaud? Tu l'as écrit? Je l'ai un peu écrite. J'ai fait un jeu aujourd'hui que j'ai pas fait depuis longtemps. Je vous ai mis un top 10 de draft en cachant des infos. Vous allez faire par énumération, essayer de le trouver. Le top 10 de draft. On va lancer le premier, c'est la draft 2020. Si vous êtes très bon, il y a une autre draft. Est-ce que vous arrivez à voir? Alors explique-nous doucement, alors vas-y. Vous avez les 10 premiers joueurs.
Théo va commencer avec le numéro 1 draft, c'est l'invité évidemment. Erwan va enchaîner avec le deuxième, le D'accord. troisième. Et c'est le premier évidemment qui arrive au bout. Très bien, Je vas-y pense Théo, alors 2020, parce que ça va nous driver hein, quand on aura trouvé le premier. Ça va être rude, hein. Ça va être rude. Vas-y. Faut Le que premier en 2020. Alors vas-y. Mais moi, je suis Et on a la tellement fac, là catastrophique dans les années. Alors attends, on est Pas en deux. sur le top 3. Faisons. Est-ce que je vous donne le premier, comme ça vous lance pour le reste? On peut essayer de le faire de nous hein, quand même. On fait 2022, 2021, on va trouver 2020. Ça me Le va. numéro 1 draft de 2020, c'est pas. On peut y réfléchir ensemble si vous voulez. J'ai un énorme trou de mémoire là. Ah, très bien. Ah, bah, c'est Thomas alors. tu vas devoir nous aider alors. C'est un mec passé par la fac de Georgia. Ah ben c'est Anthony Edwards. Voilà, on commence avec Anthony Edwards. Tu peux enchaîner. Anthony Edwards. Donc du coup, c'est à toi, Erwan. Non, c'est à moi. Du coup. Ça doit Oh putain, décidément. Anthony Edwards, le deuxième. Non, c'était pas par Cleveland, c'était un grand. Un Aucune grand de la idée. draft 2020. 2020, Passé un par grand Memphis. passé par Memphis. La fac. Ben oui. Je sais pas du tout. Non, je sais Ben pas. Tu l'as, si, Théo Wiseman. Wiseman, Ah, c'est cette merci. draft-là. Ok. Après, c'est la Melo Ball. Après, c'est la Melo Ball. Wow. Et après, vous avez des indices. Quatrième, c'est un ailier. Ah d'accord, le quatrième, d'accord. D'accord. à partir de là. Florida Okoro. State. Florida State. Ah, Florida State, pardon. Ouais. Non, ben c'est qui joue à Toronto. Ah, qui joue à Toronto, qui a été rookie de l'année. Petit Barnes. Il a Non, 2 ans. non, ah non, non, c'est non, de- C'est la deux bonne ans. date. Et ouais, c'est pour ça que je te dis Ah c'est oui. compliqué. Et vous avez pas entendu Polo crier? Si. Non. Bah, c'est un indice. Si Polo crie en régie, c'est que c'est un gars qui a été drafté par Chicago. Patrick Williams. Patrick Williams, Williams. merci. Allez, on y va. Vas-y. Patrick Williams. Après c'est Okoro. Après, c'est Okoro. Tout à Très bien. fait. Après les Hawks. USC. Ah, Okongu. Okongwu, bravo. Ouais. Ah, il Bien est sixième, vu. lui. Oh la vache. Septième, un meneur de jeu Ouais, sans indice. Sans indice. parce qu'on le connaît bien. Ali Burton. Non, on le connaît bien ici, en France. Kylian Ah, Hayes. Kylian Kylian Hayes, Hayes ah, en putain. 2020. Kylian Hayes en Ok. 2020. Vas-y, numéro 8, Dayton. Obi-Toppin. Obi Toppin, bien très sûr. bien. 9 par Washington. Avdija. Shimura. Abidja. Avdija, bravo. Abidja, bravo. Et le dernier, Les Suns. Il est fort, pivot. c'était pas cadeau celui-là. Si, il joue aux Pacers maintenant. Ouais, c'est Qui a des lunettes. Jalen Smith. Jalen Jalen Smith, bravo. Smith. Voilà pour le top 10 de 2020. Bravo. Il fallait C'était qu'on se pas mette en cadeau. route. Il fallait qu'on se mette en C'était route. pas cadeau. Ce qui est dur, c'est d'arriver à trouver la J'ai draft. la draft de 2012, mais on va pas la faire. Non, on la fera pour la prochaine Ouais, fois. on va Mais se- j'ai on hâte va de faire enchaîner sur le 96. qui suit. Ou 84. Ouais, Ou 2003. Allez, on se finit avec le qui suis-je, messieurs. Si vous... Ah, ok. Bah oui, on a fait un jeu, qui suis-je. Ouais, je m'en régale, très bien, vas-y. Je suis né le 28 mars 1971 dans l'Alabama. Capitale de l'Alabama? Aucune idée. Difficile. Montgomery. Je l'avais. Montgomery. Montgomery, il a dit. C'est comme les Marseillais. Trait d'union, Mongo. Tout au combo. Bref, j'ai donc 51 ans et j'ai quitté les parquets NBA en 2005, après une dernière pige chez les Nuggets. Mais, commençons par le commencement. Je fais ma fac à Auburn. Kenyon Martin. Non. Non, c'est Auburn, c'est Cincinnati. Cincinnati, Attention. rien à voir. Barclay, Auburn. De 90 à 94. Vache. Ouais, cursus complet. Je peux vous dire un truc, je taffais. 19 points de moyenne, 6 rebonds à 50% au shoot. Pourtant, je n'ai rien à l'intérieur. Mon profil est plus celui d'un shooter. Je tourne à 41% à 3 points sur mes 11 saisons NBA. Shooter d'Auburn. Oh la vache. Auburn. Avec mon profil, je me présente à la draft 94 et je serai sélectionné en fin de premier tour, à la 23e position, par Phoenix. Greg Chapman. Il a fini à Denver en 2005. Denver. Dès ma première saison, je trouve ma place dans le 5 des Suns. 23 minutes de moyenne, 56 matchs dans le 5 pour 10 points. Je serai d'ailleurs sélectionné dans la NBA All-Rookie Second Team. Mhm. Et quoi de plus formateur que de jouer les playoffs de ma première saison, surtout quand tu joues tous les matchs titulaires. 10 matchs au En quelle total. année 90 75. 94. en 80. Ouais, il arrive en 94 en NBA. Ok. Et quoi de- 10 matchs au total, un sweep au premier tour contre les Blazers et une défaite en 7 matchs contre Houston. En une saison, j'ai déjà beaucoup d'expérience. Il est là, lui, déjà. Quand Je resterai 2 saisons de plus dans l'Arizona où j'alternerai entre 5 majeurs et bancs. Mais mes stats, elles, ne feront qu'évoluer. Lors de ma dernière saison à Phoenix, je tourne à 13,5 points, à 41% à 3 points pour 5 shoots en moyenne. Oh, c'est qui lui? En 97, je serai tradé du côté des Cavaliers. C'est la franchise où je resterai le plus longtemps dans ma carrière. 5 saisons au total de 97 à 2002. Je rentre dans le 5 où je resterai 2 saisons avant d'alterner une nouvelle fois avec le banc. Lors de ma première saison, c'est moi, le joueur NBA, qui inscrira le plus de 3 points sur une saison. Oh, attends, c'est qui ce mec? Avec les Cavs, je ne jouerai qu'une fois les playoffs, un sweep en 98. À l'été 2002, je serai tradé chez les Grizzlies.
une saison avant le phénomène LeBron. J'arrive pas à raccrocher. Ah ouais, je sais pas, tu vois, un shooter avant le C'est la LeBron. dernière fois de ma carrière à 31 ans que je jouerai une saison complète avec une seule franchise. Donc après Phoenix, j'aurais donc fait Oh lolo, les Cavs et puis j'arrive à Memphis. shooter. Cette saison-là, je participerai même au concours à 3 points avec mon maillot des Grizzlies et j'arriverai en finale face à Peja Stojakovic. Oh. Je m'inclinerai, le Serbe réussira le back-to-back. Il me reste 2 saisons dans la Grande Ligue, mais encore 4 franchises à découvrir. Puisque la saison suivante, je serai tradé en décembre du côté de Portland pour 33 matchs, avant de finir à Atlanta pour les 9 derniers de la saison. Je l'ai perdu. Avec, sais pas qui c'est, gros. avec mon 1m98, Un shooter. j'enchaînerai Miami et Denver lors de la saison 2004-2005, où je jouerai aussi mes derniers playoffs avec les Nuggets. Je raccrocherai ensuite. Dans ma carrière, j'ai porté le 11 à Phoenix et j'ai surtout alterné entre le 1 et le numéro 7. Je vais essayer de vous donner... Je ne sais pas qui c'est, gros. Je te jure, là, vraiment, je suis au fond de moi. Hein. Un shooter des Cavs. Un blanc ou un Renoir? Un Renoir. Je suis un Renoir. Je portais donc le 1 à Cleveland, Je sais pas, je sais pas. le 11 chez les Suns. Attendez, je vais sur Basket Référence pour vous Oh donner- la vache, Ah ouais, j'ai jamais réussi à le raccrocher. Ah, Je vous refais son parcours. hein. Ouais, vas-y, vas-y. Drafté donc Oh, par le Phoenix shooter. en 94. J'y reste 3 saisons. Puis je vais à Cleveland où je serai dans le 5 en 97-98. Pas- Les 82 matchs. Pas je Bob reste- Sura. Non, je resterai 5 saisons. Puis j'irai à Memphis, Portland, Atlanta, Ah, tu nous as bien eu, je crois. Hein. Mes initiales alors, Vas-y. c'est WP. William. Non. Oh, je vais dire Will Perdue, n'importe quoi. Waouh. On l'a pas du tout, c'est incroyable. Vous l'avez pas? Vas-y. C'était donc Wesley Person. Oh Ouais, oui, Wesley Person, les gars. bravo. Le frère de Chuck. Oh, putain. Oh là Eh là oui. là C'est vrai que là. ah oui, je voulais vous le mettre Mister sur Nobody, on l'indice, l'appelle. j'ai oublié. Ah oui, Bravo, tu nous as bien eu, non, tu l'as bien eu. Par contre, je le vois clairement à Phoenix, je le vois Cavs. très peu au Moi, Cavs. Et pareil. après, en journée Ouais, bah Ouais. après, c'est un ça tournoi. pue. Putain, Wesley Personne Eh Tu d'ailleurs. nous as ouais. bien eu. Bravo. Bravo. Bravo, Ouais, ouais. de temps en temps, il faut. Hein. Chapeau, Ouais, il la regarde, personne. voilà. Vous Ouais, demandez des personne. photos, voilà la photo. Bah Ah oui. ouais, mais tu vois là, oui, je m'en souviens. Tu sais, Ouais. tu sais, maintenant que tu me le dis, je m'en souviens. Mais bravo. Ben Bravo. voilà, comme quoi on est bidin. Ça arrive. Bravo Théo, merci d'être venu, Bah, toujours un merci plaisir. encore, On ouais, rappelle pareil. pour Noël, pour faire un très très joli cadeau aux fans de basket, sur le site Basket Session, la réédition de ce Reverse numéro 4 avec quasiment 130 pages en plus. Ouais, 320 pages en tout, 120 pages en plus, donc ouais, exactement. Voilà, pour faire un joli cadeau aux fans de basket. Nous on se retrouve Demain soir, ouais. demain soir pour le match des Mets 92 face à Foss, c'est sûr. C'est une exclue Twitch sur la chaîne First Team. Soyez avec nous. Prise d'antenne 20h15, début du match 20h30. Tom, tu seras avec nous? Évidemment. Voilà, toute l'équipe Je sera serai là sur le pour me pont. régaler. On vous embrasse, on se retrouve donc demain sur Twitch 20h15. On a besoin de vous, on a besoin de votre force. Lundi, retour sur la libre antenne et retour évidemment sur le match des Mets avec Victor forcément. Et puis nous, la semaine prochaine, First des shows, voilà, comme en 40. Et puis on se retrouve aussi dimanche. Il y a quand même un 8e de finale. France-Pologne. Eh oui, bien sûr. On va gagner 18h en direct. Et si on gagne pas 7-0, c'est vraiment qu'on a fait de la merde. Ciao l'équipe. Quelle énergie! Oh, La belle passe. Bravo! Il est venu avec plein d'explosivité, arracher le dunk.